Peary dirige ses chantiers d'une main de fer. Fiche le camp tout de suite. Il n'y a pas de place Chaque pour les seconde de la vie Allez, de ses ouvriers lui tu appartient. mets tout le monde en danger. La pause. Même les pauses aux toilettes sont chronométrées. Chaque ouvrier a le droit d'y passer au total 7 minutes par jour. C'est le règlement. Premier jour sur le chantier, hein? Ouais. Oh, fais pas cette tête. C'est la tradition pour les apprentis. Hé, son pantalon! Oh, fichez-lui la paix. Mais pas de ça, Flaherty! J'ai dit, fichez-lui la paix. Lâchez-le, lâchez-le! Ouais, son fou à Flaherty, cours! Qu'est-ce que vous faites de nous, vous les catholiques? Seul un ouvrier sur 8 est catholique. Vous êtes les plus forts. Hein. Allez, fous le camp. Crétin. Mais Lord Peary refuse tout sectarisme. Par-delà les différences, les amitiés se nouent entre les catholiques et les protestants, comme Tommy Millard. Préparez-vous à expier vos péchés, vous qui n'êtes pas charitables. La charité est à la fois souffrance et tolérance. La charité... À l'heure du déjeuner, tout le monde se retrouve. Pendant 45 minutes, les hommes occupent leur temps à leur guise, libres de discuter, de jouer, ou bien sûr, d'écouter les enseignements de la Bible. Prépare-toi à brûler en enfer. La charité... Le fossé religieux est certes important, mais il est moins marqué que celui qui existe entre les différents corps de métier. Et ceux qui ont la tâche la plus dure sont les ouvriers en charge des rivets, comme Michael Flaherty. Merci beaucoup. Merci de votre aide. Ah, mon père est river, Alfie, mais il est sourd comme un pot. Sourd comme quoi? C'est pour ça qu'il m'a pas laissé le suivre. Il m'a inscrit comme charpentier menuisier. Un métier plus sûr, hein, monsieur Millard? Plus sûr? Si tu le dis, fiston. Mais vous avez pas eu la trouille d'envoyer ces gars au diable, même qu'ils sont protestants et tout ça? Toi, t'es protestant? Comme monsieur Millard? Faut avoir peur de vous? Non. Vivre et laisser vivre, voilà ce que je dis. Ouais. On est tous compatriotes. Même le patron. Par ici, messieurs. C'est lui, monsieur Peary? Lord Peary, pour nous autres. Il faut qu'il y ait quelque chose de bien important pour qu'il vienne sur le chantier. L'avènement des nouveaux paquebots exige des changements. Avant de construire ces navires gigantesques, Peary doit entièrement repenser son chantier naval. Nouvelle cale, nouveau portique. Lord Peary veut entrer dans l'histoire et il a engagé Robert Welch, le meilleur photographe d'Irlande, pour fixer sur la pellicule toutes les étapes de la construction du Titanic. L'idée du Titanic a été lancée sur un gentleman's agreement, un accord non contractualisé. Un an plus tard, rien n'est encore couché sur le papier. Tout repose sur Bruce Ismay. Eh bien, Il a 4 cheminées. exact. Vous m'aviez annoncé que 3 moteurs, pourtant. William pense que ce genre de bateau sera plus rentable s'il ne fonctionne qu'avec 3. Et nous savons tous de surcroît que plus un navire a de cheminées, plus la clientèle a envie de voyager dessus. Quenard a conçu le Mauretania et le Lusitania avec 4. Nous avons songé que vous ne voudriez pas moins sur les vôtres. Donc, une des cheminées est un ornement. Correct, monsieur. Bien. Je trouve que c'est une merveille. Quand pouvez-vous commencer? On pourra commencer à travailler sur le modèle 400 d'ici quelques mois et sur le 401 tout de suite après. Eh bien, dans ce cas, je dois me presser de signer le contrat. Sans doute. Il leur faut un nom. On ne peut continuer à les appeler paquebot 400 et 401. Absolument. Et puisque le 400 inaugure une nouvelle catégorie, son nom ne peut être que l'Olympique. C'est d'accord. Et le deuxième? Je vous laisse le choix, Bruce. William, vous connaissez vos classiques. L'Olympe était le foyer des dieux grecs, c'est vrai. Mais que dire de leurs rivaux, les titans? Des géants, tous autant qu'ils sont. L'Olympique devrait avoir pour compère le Titanic.
Bravo, excellent. Va pour le Titanic. Je pense qu'on n'a jamais donné de nom plus approprié que cela à des bateaux. L'Olympique et le Titanic. Conçu et baptisé avec toute l'arrogance du XXe siècle naissant. Aux yeux de Peary, ces paquebots géants doivent inaugurer une ère de prospérité illimitée. Rien ne pourra se mettre en travers de leur route. Mais avant que Lord Peary ne puisse bâtir l'avenir, il doit détruire le passé. 3 cales sont entièrement rasées pour faire place à 2 immenses ponts volants où l'Olympique et le Titanic seront installés. Au milieu du chaos, la vision de Peary commence à prendre forme. Ces vaisseaux monumentaux auront besoin d'un portique de construction sans précédent. Une complexe structure en acier suffisamment grande pour permettre aux 2 paquebots d'y entrer côte à côte. 70 mètres de haut, 250 mètres de long et 85 mètres de large. Le portique est une construction unique, imaginée par Harland & Wolff. Il faudra 2 ans pour l'achever, pour un montant de 100 000 livres, l'équivalent de 10 millions d'euros actuels. Au cœur du portique se trouve un système élaboré de grues mobiles, conçu pour accéder à chaque endroit du navire en contrebas. Lord Peary a promis de bâtir les plus grands bateaux que le monde ait jamais vus. Ces ingénieurs concepteurs sont chargés de les imaginer dans leurs moindres détails. Ils sont dirigés par Alexander Carlyle. Mais c'est Peary qui a le dernier mot. Pour lui, l'Olympique et le Titanic doivent confirmer la prédominance d'Harland & Wolff dans le monde de la construction navale. Et même ses plus jeunes ouvriers se prennent au jeu. Tu en fais une tronche. C'est l'Olympique. Eh ben quoi, l'Olympique? Tu sais qu'on fixe sa quille demain? Ouais. On a été choisis pour aller les tançonner. Ouais, monsieur. Tu parles. Oh, tu te rends pas compte? Ce sera le bateau le plus connu du monde entier. Comme le Titanic. Et Monsieur Frost dit que notre équipe va poser les machines du Titanic. Mais l'Olympique sera le premier fini. Et après? C'est lui le modèle. Mes fesses. C'est lui qui compte. L'Olympique sera le paquebot dont on racontera les exploits. Ah ouais? Tu rêves. Le premier à être mis en chantier, le premier lancé, le premier à traverser l'Atlantique. Le Titanic sera le plus puissant des bateaux. Dont personne se rappellera. L'excitation est palpable sur le chantier. Le nouveau portique attend que les navires s'élèvent sous sa protection. Et une poignée d'ouvriers ose à peine rêver qu'ils pourront un jour naviguer à bord. Mais d'abord, il faut donner corps à ces géants des mers. À peine 3 mois plus tard, la quille du Titanic est construite. C'est une gigantesque épine dorsale en acier qui soutiendra ses 269 mètres de longueur. La tôle de quille est à hauteur d'homme, donc facilement accessible pour les riveteuses de 7 tonnes suspendues au portique. Les blocs de bois placés dessous sont agencés avec soin, prêts pour la mise à flot finale. Pendant ce temps, la charpente en acier qui formera la cage thoracique du Titanic est en cours d'assemblage. Dans l'entrepôt de moulage, de la taille d'un terrain de football, des coupes transversales du navire sont dessinées à la craie, grandeur nature. Et les poutres en acier qui devront lui donner forme sont courbées pour leur correspondre. Un par un, les 300 éléments de l'armature de la coque sont mis en place. Les ambitions de Lord Peary grandissent elles aussi, mais cette fois sur la scène politique. Peary a toujours été unioniste, satisfait de la place de l'Irlande au sein du Royaume-Uni. Mais soudain, il se convertit à la cause nationaliste. Il affirme que l'Irlande aura plus de chances de prospérer une fois affranchie de la domination britannique.
De nombreux Irlandais partagent cette opinion et revendiquent un régime d'autonomie baptisé le Home Rule. Mais Piri joue avec le feu.